la guerre en RDC et de ses implications aujourd'hui, surtout au regard de la situation que le pays connaît aussi, avec tout ce que nous entendons ici et là sur le partenariat stratégique que le gouvernement congolais a proposé, et surtout parce que les Congolais sont fatigués de cette guerre quand même, qui dure maintenant depuis près de 30 ans. Depuis près de 30 ans, on est à 27-28 ans. Voilà, et donc, pour moi, il était essentiel quand même de venir ici d'en parler, pour vous dire sincèrement, je suis très fatigué. Je suis à l'extérieur du Canada depuis près de 2 semaines. J'ai fait plusieurs États et je suis arrivé de l'Asie hier, donc du Moyen-Orient hier, et je repars demain déjà. Donc ça vous donne une idée, mais j'ai quand même tenu à être là pour discuter avec vous, échanger, essayer de comprendre en tout cas ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Il est vrai que je me suis beaucoup spécialisé sur la région des Grands Lacs, mais j'ai écrit sur Kadhafi, et là je travaille d'ailleurs sur 2 autres bouquins qui vont porter, là en tout cas, sur les enjeux géopolitiques mondiaux de 1945 à ce jour, parce que nous sommes à un tournant important dans l'histoire des relations internationales et il est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La question ukrainienne nous semble lointaine, mais elle est quand même d'une certaine manière liée à ce que nous vivons aujourd'hui. Et la preuve en est que la RDC a sollicité les États-Unis au regard de ce que l'Ukraine a voulu faire avec l'administration Trump. Donc voilà. Et donc on va discuter de la question. Et bien entendu, quand vous me posez la question de savoir d'où vient la guerre, on ne peut pas comprendre ce qui arrive à la RDC aujourd'hui si on ne jette pas, on n'a pas le regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Et quand je parle de rétroviseur de l'histoire, je pense ici à la question rwandaise, au génocide de Rwanda en 1994, qui avait conduit au déversement de près de 2 millions de Hutus rwandais à l'est du Congo, notamment dans les régions du nord et du sud Kivu. Et à la suite de cet événement, le pouvoir Tutsi de Rwanda, qui est dirigé par le président Kagame depuis 1994, au prétexte de sécuriser la frontière ouest du Rwanda, a décidé d'attaquer le Zaïre. Donc c'est l'origine de la première guerre de l'Afdel que nous connaissons tous, qui avait porté au pouvoir Laurent Désiré Kabila. Kabila arrive au pouvoir avec le soutien du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, dans une certaine mesure de l'Angola, et même du Tchad. Il y avait même l'Érythrée, parce que ce sont des pays qui étaient impliqués, dont on ne parle pas beaucoup. Et tous ces pays étaient chapeautés par les États-Unis. Parce que ce sont les Américains qui demandent aux Angolais d'intervenir quand l'Afdel arrive à Kisangani. Ce sont les Américains qui demandent aux Angolais d'intervenir. Donc ça vous donne une idée de la guerre. Et pendant cette guerre de l'Afdel, on a pu observer, parce que, et ça c'est important de tordre le cou à une contre-vérité qui circule souvent. On entend les Congolais dire « Oui, mais ce sont les Kadogo qui ont fait fuir l'armée de Mobutu ». C'est pas vrai. On sait aujourd'hui, par exemple, que les forces de l'Afdel qui étaient dirigées par les Rwandais, par le général James Kabarebe, avaient, par exemple, bénéficié du soutien des satellites américains, quand même, qui supervisaient les opérations militaires contre l'armée de Mobutu. Et pendant les négociations politiques en Afrique du Sud, l'un des dirigeants, l'un des responsables américains dira d'ailleurs à M. Honoré Ngwanda, paix à son âme, avec lequel j'ai coécrit le livre Stratégie du chaos. M. Ngwanda était, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancien patron des services de renseignement, l'ancien ambassadeur du Zaïre en Israël, mais aussi le conseiller spécial de Mobutu en matière de sécurité. Et pendant les négociations de paix en Afrique du Sud, l'un des responsables américains lui dira « Pourquoi passez-vous votre temps à négocier, acceptez tout ce qu'on vous demande, parce que de toute façon, les positions de vos hommes sur le terrain sont scrutées par nos satellites et nous transmettons les informations aux forces rwandaises qui sont sur le terrain. » Donc, c'était une guerre, d'une certaine manière, on a eu affaire à une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale, parce que pendant cette guerre-là aussi, la France était impliquée, notamment, on était à l'époque du président Chirac, qui avait à l'époque dépêché à Kisangani les forces spéciales françaises, qui ont, si Clinton n'avait pas fait pression sur la France, on aurait eu un affrontement à Kisangani entre les forces spéciales américaines, les forces rwandaises soutenues par les forces spéciales américaines, et d'un autre côté, les membres du service action de la DGSE, donc les commandos spéciaux français. Donc ça vous donne une idée un peu de l'enjeu qui caractérise le conflit congolais dès le départ, avec la guerre de l'Afdel en 1996, mais par la suite, il y aura une deuxième guerre en 1998, le 2 août précisément, parce que Laurent Désiré Kabila va décider de retourner sa veste contre le Rwanda et l'Ouganda, et de la déception rwando-ougando-américaine viendra la deuxième guerre du Congo en 1998.
Et à partir de ce moment, le Rwanda va créer le RCD Goma. J'essaie d'aller expéditivement, parce qu'on va en discuter. Va créer le RCD Goma, qui va jouer un rôle important, qui va devenir le bras séculier du Rwanda contre les intérêts de la RDC. L'Ouganda va créer le MLC, dirigé par Jean-Pierre Bemba. On aura cette déstabilisation jusqu'aux accords de paix de 2003 qui vont être signés en Afrique du Sud. Une fois qu'on signe les accords de paix, on part du principe que la paix va revenir. Donc ça sert les accords de paix. Les troupes rwandaises quittent officiellement le Congo. Je dis bien officiellement parce qu'ils vont mettre en place un système de... Ils vont quitter le Congo officiellement, mais ils vont laisser en place un système de domination, d'exploitation des ressources naturelles congolaises. Et à chaque fois, le Rwanda va créer comme ça des groupes rebelles, entre guillemets, congolais, qui vont servir de paravent à ses visées, à ses velléités à l'est du Congo. On a eu le RCD Goma, puis le CNDP qui est composé d'anciens membres du RCD Goma, puis après, nous avons le 1-23, qui est l'émanation des anciens membres du CNDP. Donc, c'est le 1-23 qui est apparu en 2012, que l'armée congolaise va vaincre en 2012-2013 et qui va revenir en 2021 avec le président Tshisekedi. Et donc, d'où part la guerre, en fait, de tous ces événements. Alors, l'explication qui est donnée ici par les forces du 1-23, c'est le non-respect des accords qui avaient été conclus par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui consiste, d'une certaine manière, pour caricaturer, pour résumer, à donner une place à ces membres du 1-23, qui sont pour la plupart des Tutsis rwandais. Certains se présentent comme étant des Tutsis congolais, mais c'est un autre débat. C'est beaucoup plus compliqué, j'ai traité ça. Et aujourd'hui, on en est là. On en est là avec le 1-23, mais qui est en réalité un paravent, hein, parce qu'en réalité, ce sont les guerres du Rwanda qui sont sous-traitées par des groupes armés, soi-disant congolais, mais qui n'ont de congolais que le nom en réalité. Voilà. Merci, M. Beko. J'espère avoir été clair. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Déjà, on peut comprendre que ce n'est pas donc une agression unilatérale d'un pays. C'est carrément d'une coalition. On a plus de 10-15 pays qui se coalisent pour agresser le Congo. C'est ça. Pendant la première guerre, oui. Pendant la deuxième guerre aussi. Après, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique, la conflictualité a changé dans cette région. On n'a plus des États qui sont directement impliqués comme en 96, en 98, à 2023. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des accords de paix qui est en fait... Pour moi, en fait, ces accords de paix avaient servi à baliser le terrain à ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand je le dis, je vois des politiciens souvent qui me disent ben non, Patrick, vous vous trompez, nous on a été aux négociations et tout. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, la politique au plus haut niveau n'est pas un jeu pour des esprits étroits. Parfois, il arrive en politique que les personnes impliquées, les acteurs ne comprennent même pas leur véritable rôle dans le scénario du film qui a été écrit par d'autres. Et c'est ce qui se passe souvent quand vous analysez les conflits dans la région des Grands Lacs. Vous avez des acteurs qui bombent le torse d'être des gens importants, mais qui en réalité ne signifient rien du tout aux yeux de ceux qui les ont mis là. C'est le cas du 1-23 aujourd'hui. Quand vous voyez des acteurs du 1-23, je pense ici à M. Nanga, avec tout le respect que je lui dois, de toute façon, comme à tout le monde. Quand on voit M. Nanga, il bombe le torse d'être celui qui mène une révolution contre le gouvernement de Kinshasa, mais en réalité, il ne pèse pas. C'est le Rwanda. Si Kagame décide aujourd'hui de mettre fin à cette histoire-là, et puis ce sera la fin. Et c'est comme ça depuis 1996. Sauf que maintenant, les dynamiques sont très différentes. On n'a plus affaire à des États, des coalitions d'États. On a affaire à un État en particulier, le Rwanda, et dans une sorte qui est soutenu à bas bruit par un autre État, qui est l'Ouganda, et qui se révèle être l'allié du Congo. Ce sur quoi on va revenir, c'est qui est tout à fait paradoxal et très bizarre dans cette histoire en même temps. J'aimerais que vous nous fassiez un petit rappel, parce qu'on nous le dit souvent, mais je pense que, moi compris, on ne réalise pas l'extrême importance de ce pays au niveau mondial. Vous en parlez souvent. Ce serait bien, si vous voulez bien, de nous rappeler ça. Pour quelles raisons le monde entier a les yeux sur ce pays? Pourquoi, en guillemets, on ne nous laisse pas tranquille? Parce que le pays est important, vous l'avez dit. Vous savez, dans Stratégie du chaos, quand on a écrit le livre à la fin, j'ai posé la question à M. Mbanda à l'époque, il était encore en vie, je lui ai dit, mais
Oui, on a parlé de l'implication occidentale, de toutes les stratégies qui sont utilisées. Mais en fait, il est essentiel de revenir sur l'importance du Congo pour que les gens comprennent, que les Congolais surtout comprennent où on est. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, on parle beaucoup du coltan, parce que tout le monde parle du coltan. Mais les gens oublient que le Congo, à la différence des autres pays africains, a toujours été considéré comme la colonie de la communauté dite internationale. Et c'est comme ça depuis sa création officielle. Vous savez, vous avez tous entendu parler de l'État indépendant du Congo, hein, qui était la propriété du roi belge Léopold II. L'État indépendant du Congo est la traduction littérale de l'anglais Congo Free State. Quand vous analysez bien la signification du mot Congo Free State, puisqu'on n'était pas indépendant, alors on dit État indépendant du Congo, mais on était indépendant de qui? Alors que les Congolais étaient considérés comme la propriété d'un roi belge. En fait, nous n'étions pas indépendants. Mais quand vous analysez la question de l'État indépendant du Congo, en essayant de comprendre la signification véritable, qui est partie de l'anglais, qui est Congo Free State, vous réalisez qu'en fait, on ne parle pas d'indépendance des Congolais, mais on parlait d'une terre qui est libre et qui appartient à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle le sort du Congo a été scellé depuis 1885. Les grandes puissances, vous savez ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Au début, c'était la conférence du bassin du Congo. Et c'est important de comprendre ça. Quand les grandes puissances s'asseyent autour de la table et discutent du sort de l'Afrique, c'est d'abord le bassin du Congo qui intéresse tout le monde parce qu'on comprend que cette région est très stratégique et elle est très importante. Par la suite, le roi belge, escroc qu'il est, va se proposer de devenir en fait le gérant du Congo pour le compte des autres grandes puissances. Donc quand on dit que l'État indépendant du Congo appartenait à la Belgique, oui, dans une certaine... Non, oui et non. Oui, parce que c'est le roi belge qui le gérait, mais non, parce qu'en réalité, il le gérait pour le compte des autres grandes puissances aussi, qui avaient un droit de regard sur tout ce qui se passait dans ce territoire-là. Il y avait beaucoup d'intérêts importants à l'époque au Congo. Et le Congo va participer, va contribuer à la victoire des Alliés, d'abord pendant la Première Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, pendant la Première Guerre mondiale, vous savez, avant ça, il y a eu l'invention de l'automobile, l'invention du pneu par John Dunlop, et 80% du caoutchouc utilisé dans la fabrication des pneus provenait du Congo. Pendant la Première Guerre mondiale, on aura besoin de ressources congolaises aussi, les Alliés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo va devenir un État important pour les forces alliées. Les ressources du Congo, pas les Congolais, mais les ressources du Congo. Et donc ça vous donne une idée de l'importance que revêt ce pays aux yeux de certaines grandes puissances depuis bien fort longtemps, hein, depuis plus d'un siècle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, on parle de la bombe atomique qui a été larguée à Nagasaki et Hiroshima, on vous parle de l'uranium qui provenait du Congo. C'est vrai, mais il n'y avait pas que l'uranium. Je dois rappeler que l'armée britannique avait besoin du cobalt congolais dont on parle aujourd'hui. Et si la Belgique a une certaine importance aux yeux des autres puissances occidentales, c'est tout simplement parce qu'elle avait le Congo. Donc ça vous donne une idée de l'importance que revêt ce pays. Donc, alors, il est tout à fait normal que toutes ces grandes puissances aient le regard braqué sur ce pays. Quand le Congo devient indépendant, en 1960, avec Lumumba comme Premier ministre, on décide de le déstabiliser justement parce que la Belgique voulait garder le contrôle de l'outil productif au niveau industriel, au niveau minier. Et les autres grandes puissances étaient là. Vous savez, les Américains appréciaient Lumumba au début. Hein. Contrairement à ce que l'on croit, les Américains l'appréciaient parce qu'ils estimaient qu'ils pouvaient se servir de lui pour bouter les Belges dehors. Parce qu'il faut comprendre que les indépendances surviennent aussi après la Seconde Guerre mondiale. Les puissances européennes sont affaiblies. Et les Américains et l'URSS profitent de la situation, de la conjoncture, pour bousculer les anciennes puissances coloniales européennes en dehors de leur zone d'influence. Et donc Lumumba est bien vu par les Américains. Mais lorsque ceux-ci s'aperçoivent que Lumumba est un nationaliste, qu'il ne va pas céder facilement les ressources de son pays aux intérêts américains occidentaux, ils décident de retourner leur veste, de se ranger aux côtés de la Belgique pour déstabiliser le Congo et mener à l'assassinat de Lumumba. Donc j'essaie de résumer très rapidement l'importance du pays et ça vous permet de comprendre aussi tout ce qui arrive aujourd'hui. Petite parenthèse, donc là, en échange, on parlera après
du fameux contrat qui a été proposé par donc, le gouvernement congolais pour les Américains. Il y a beaucoup de choses derrière, M. Mbeko en parlera. Ensuite, il y aura une troisième partie sur justement donc, cette situation au Congo, les grandes questions qu'on peut se poser, etc. Et après, il y aura à la fin, un grand moment d'échange qui durera près d'une heure, où vraiment vous pourrez tous poser vos questions. Quand les questions seront posées, je les, en guillemets, reformulerai pour proposer un nombre un peu plus large pour que ça puisse, en guillemets, répondre à plusieurs questions en même temps. Voilà. Et là, bien sûr, la fin se terminera par, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, et j'espère qu'ils seront nombreux, l'achat des livres et les dédicaces auprès de M. Mbeko. Voilà. Alors, merci pour ce rappel de cette grande importance de ce pays. Vous avez... je vous ai arrêté quand vous faisiez état d'une longue succession de présidents, de présidences congolaises, Kabila père, le fils, M. Tshisekedi d'aujourd'hui. C'est important, je pense au niveau, comme on l'a vu, on a beaucoup entre guillemets de jeunes dans le sens congolais du terme, même si on dit on n'est pas tous jeunes, mais on est des jeunes quand même. S'il vous plaît, si vous pouvez vraiment donc, nous faire état de cette succession de présidence, ce qui s'est impliqué et où on en est aujourd'hui en fait. Quelle est la situation aujourd'hui? Mais pour dire des choses très crûment, à part le président Kasavubu, tous ceux qui sont arrivés après sont le produit des conciliabules. Le président Mobutu arrive à la suite d'un coup d'État parrainé par les Américains, tout particulièrement la CIA. On sait par exemple que pendant la crise des années 60, qui opposait Lumumba au président Kasavubu, l'ambassade des États-Unis, la CIA tout particulièrement, avait les yeux braqués sur Mobutu. Ils l'ont préparé, ils recevaient, d'après les documents d'archives américains, des centaines de milliers de dollars pour préparer son coup d'État. Bon, Mobutu arrive dans les conditions que nous savons, puis est renversé aussi dans les conditions que nous savons par Laurent Désiré Kabila, qui était proche de Lumumba, que les Américains n'appréciaient pas beaucoup, mais qu'ils vont quand même utiliser en 1996 pour renverser Mobutu. Kabila arrive au pouvoir, il décide de retourner sa veste, en tout cas il ne veut pas exécuter les ordres qui viennent du Rwanda et des États-Unis, parce qu'il y avait des multinationales aussi qui étaient très impliquées à l'époque au Congo. Il y a une guerre qui lui est imposée par les mêmes acteurs du Rwanda, mais qui était soutenue par les États-Unis, et il est assassiné en 2001. Et donc, Joseph, son fils, arrive au pouvoir dans les conditions que nous savons. Il est adopté par les États-Unis et les autres puissances européennes, occidentales. Il reste au pouvoir pendant 18 ans, mais les Occidentaux ne l'apprécient pas beaucoup. Quand il signe le contrat, le fameux contrat du siècle avec la Chine, c'est une partie de l'histoire politique du Congo qui n'est pas bien connue des Congolais. Moi, j'ai commencé à en parler dans mon premier livre sur le rôle du Canada, pas celui que vous avez cité, mais le premier que j'avais sorti, le Canada et les guerres d'Afrique centrale. J'étais revenu sur la question électorale en 80, la première élection en 2006, puis en 2011, et j'expliquais que pour les Occidentaux, Kabila ne faisait plus l'affaire. Mais seulement, il y a un pragmatisme chez les Américains, chez les Anglo-Saxons, et même dans une certaine mesure chez les Européens, qui fait qu'ils sont capables de dealer avec des gens qu'ils n'aiment pas, pourvu que cela leur permette de tirer leur épingle du jeu. S'ils n'y arrivent pas, ils vont attendre d'avoir la personne qu'il faut, avant d'empêcher une quelconque mécanique de déstabilisation. Et donc Kabila reste là jusqu'en 2018. On a les élections que nous avons, et Tshisekedi arrive au pouvoir. Et je dois rappeler un détail important, c'est que Tshisekedi arrive au pouvoir à la suite d'un deal avec Kabila. Ça, on le sait, parce que Tshisekedi le reconnaît quand il va en Namibie. Mais il y a un autre aspect de ces élections que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. C'est que Tshisekedi n'arrive pas au pouvoir parce que les Américains veulent qu'il arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir parce que les Chinois et les Russes s'opposent à ce que les Américains s'ingèrent dans les affaires intérieures du Congo, puisque les Occidentaux ne voulaient pas de lui. Ils voulaient de Fayulu, qui selon plusieurs était le vrai gagnant.
et qui est une tendance libérale qui plaît bien dans les capitales occidentales. Alors, les Américains, les Français, voulaient faire sauter, en fait, le deal entre Tshisekedi et Kabila. Les Chinois et les Russes ont dit non au Conseil de sécurité. Alors, les Américains, pragmatiques qu'ils sont, ils vont se rapprocher de Félix Tshisekedi, de sorte à lui permettre de court-circuiter Joseph Kabila qui voulait continuer à tirer les ficelles dans l'ombre, qui avait quand même gardé les leviers du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a assisté à la rupture entre FCC, la famille politique de Joseph Kabila, et Cash de M. Tshisekedi. Et il y avait un personnage que les Congolais étaient habitués à voir qui s'appelle Nzita, qu'on a surnommé Nzita, qui était l'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo, que tout le monde voyait, qui était partout, qui se mêlait de tout. Et ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient que le président Tshisekedi, une fois débarrassé de Joseph Kabila, puisse revoir le contrat chinois que le même Kabila avait signé avant. Donc vous comprenez ici qu'on a des gens qui sont arrivés au pouvoir dans des conditions très calamiteuses et qui ont, pendant longtemps, ont toujours travaillé, non pas dans le sens des intérêts du pays nécessairement, mais dans le sens de leurs propres intérêts. Mais il est arrivé aussi qu'ils travaillent pour le pays, parce qu'il faut quand même dire que les 32 ans de Mobutu n'étaient pas seulement mauvaises. Il y a une partie de ces 32 n'est pas seulement mauvais, pardon. Il y a les 10 premières années de Mobutu, ce sont les meilleures années de l'histoire du Zaïre, de la RDC. Ça aussi, ce sont des choses que les Congolais ne savent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup habitués à des histoires de coins de rue, ou de ce que les Ivoiriens appellent les histoires de maquis. C'est-à-dire que bon, il a fait ça, on discute, et puis... Mais en réalité, quand vous analysez le parcours de Mobutu, vous apercevez que c'était un dirigeant nationaliste, en fait. Mais qui était aussi beaucoup lié à l'Occident, et qui, au nom de la guerre froide, a posé des gestes qui allaient dans le sens des intérêts occidentaux, et par ricochet, ses propres intérêts. Et quand la guerre froide est finie, sa valeur utilitaire était finie, en fait. Sa valeur stratégique aux yeux de ceux qui l'ont fait roi était finie. Et c'est la raison pour laquelle ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila, que les mêmes occidentaux détestaient, ont souvent détesté, parce que Kabila avait pris en otage les ressortissants américains dans les années 60. Et les Américains n'ont jamais oublié ça, mais ils ont quand même toléré, parce qu'il fallait se débarrasser de Mobutu en soutenant une rébellion de façade qui avait à sa tête quelqu'un qui avait une certaine légitimité pour le faire, parce que c'est un ancien combattant, un ancien révolutionnaire proche de Lumumba. Et donc même Joseph Kabila, quand il arrive, il est avec les mêmes occidentaux, mais il s'aperçoit qu'on ne lui donne rien. C'est la raison pour laquelle il signe le contrat avec les Chinois. Mais ces contrats-là, il ne les signe pas pour le beau jeu des Congolais, c'est d'abord pour ses propres intérêts. Et aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, et il essaye de faire plaisir à ces mêmes occidentaux dans les conditions que nous voyons. Et on connaît les résultats aussi. Aujourd'hui, on parle de ce partenariat stratégique sur lequel on va revenir, mais en gros, on a des gens qui arrivent au pouvoir dans des conditions très calamiteuses et qui ne travaillent pas nécessairement dans le sens du bien commun. Et même s'ils le font, il y a en toile de fond la préservation de leurs propres intérêts. Merci beaucoup. Il y a un thème que je trouve qui est important parce que M. Mbeko en parle aussi et qu'il a eu, pour la petite histoire, qu'il a étudié cette question profondément, c'est la communication stratégique. Ça veut dire que, on l'a vu récemment, sur les nombreux dans cette salle, beaucoup d'émotions, 30 ans de guerre, on a eu des moments de sursaut, on a eu le prix Nobel de Denis Mukwege, on a eu beaucoup de marches, on a eu des polémiques entre jeunes, on discute, à quoi ça sert, on va où comme ça, peut-être est-ce qu'on nous regarde, ça a vraiment une conséquence, premier élément en termes de communication, mais en même temps il y avait de la pression, parce qu'on le voit, bon, pour les jeunes, encore une fois, on a eu un grand événement à Paris, donc les Flammes, les artistes, tous les gens qui ont droit à la parole se sont appropriés cette question et n'hésitent pas à parler du Congo. Et quelque part, ça joue aussi, moi je ne peux plus le percevoir, ça joue dans l'opinion publique, si j'ose dire. Mais moi j'aimerais avoir votre point de vue, déjà, l'utilité des marches, est-ce que ça fonctionne? Ces histoires de visite Rwanda, ces stratégies justement de presque un peu un clin d'œil amusant, en fait pour nous, c'est que
Donc le Rwanda, avec des contrats sponsoring, avec tout d'abord Arsenal, puis avec le PSG, on a eu même des situations où des joueurs de football n'ont pas souhaité porter ce maillot, mais après ils ont dû faire volte-face. Et enfin, cette histoire de, encore une fois, de communication, les gens se demandent, mais ce petit Rwanda, comment ce petit Rwanda peut nous malmener à ce point-là? Parce que c'est ce raccourci. On se demande, on est là, on se regarde, et nous, fiers Congolais, grand pays. Donc je sais que vous avez mis plusieurs réponses dans les réseaux, vous avez posé cette question, mais tout d'abord déjà, en termes de communication, parce que c'est aussi stratégique, le gouvernement congolais actuel a tenté une nouvelle fois de le faire, puisqu'il propose un contrat avec l'AS Monaco. Bon, c'est vrai, vous savez, vous avez dit tantôt que j'ai fait des études en relations internationales. Mais je suis aussi diplômé en communication stratégique. Est-ce que le Rwanda nous malmène? Non, pas nécessairement. Sur le plan militaire, peut-être. Mais au niveau de sa communication, de sa propagande, pas du tout. Le Rwanda fait, tout simplement, je dirais même Kagame fait, ce que tout pays qui désire avoir de l'influence fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vraiment, vous allez m'excuser, je ne veux pas donner beaucoup de détails sur cette histoire de visite Rwanda parce que j'ai des biscuits que je prépare pour vous. Et donc, mais c'est beaucoup, et ça c'est vrai, c'est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite révélation, je me retiens. L'un des porte-parole du Rwanda aujourd'hui, sur la scène mondiale, vous savez c'est qui? C'est le président de la FIFA. Ça, c'était la petite révélation. Pardonnez que je garde le reste pour moi parce que on a des éléments incroyables sur la stratégie communicationnelle du Rwanda à l'étranger. Et il faut comprendre que le Rwanda a développé toute une diplomatie autour de ça, que certains qualifient de sport washing, une façon d'utiliser le sport pour occulter le côté sombre dans les agissements du régime. Mais c'est ce que j'ai découvert est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Et ce n'est pas seulement vous parlez ici de visite Rwanda, mais on oublie que dans quelques mois, il y aura au Rwanda, à Kigali, le cyclisme international. Et qu'est-ce qu'a dit le président de cette institution à propos de la guerre du 1-23? Il a adopté le narratif de Rwanda sur le génocide, de sorte à justifier les actions du 1-23 et l'implication rwandaise dans cette affaire. Maintenant, quand la RDC décide de signer ou veut signer un partenariat avec, c'est quoi l'AS Monaco? C'est quoi l'objectif? C'est visite Kinshasa avec la saleté qu'elle a? Parce que quand le Rwanda dit visite Rwanda, oui, il y a une diplomatie du sport derrière, mais cette diplomatie du sport accompagne la diplomatie politique du régime. Et à travers cette diplomatie politique, il y a aussi la promotion du Rwanda. Et lorsque les gens vont au Rwanda, visitent le Rwanda, et il faut le dire objectivement, ils se retrouvent dans un pays organisé, structuré, certes par la terreur, mais toutes les personnes qui vont au Rwanda reviennent et vous disent ce pays est très organisé, c'est un pays qui est dirigé. Quand les gens vont au Congo, ils vous disent c'est un pays qui n'est pas dirigé. Et je vous donne un exemple simple, je parle à un ami qui est au pouvoir et qui me dit, tu sais, je reviens de Kigali, il dit, mon cher, quand je traverse la frontière là, de la frontière rwandaise à la frontière congolaise, c'est le jour et la nuit. Il dit, de l'autre côté, il dit, c'est comme chez vous au Canada. C'est très organisé, très structuré, les gens sont disciplinés. Quand vous arrivez du côté congolais, d'abord, il y a l'odeur de l'urine qui vous accueille, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est le parfum naturel de ce coin, et puis après,
vous avez un tas de désordre. Donc, en partant déjà, le Rwanda n'a même pas besoin de le diaboliser. Nous nous comportons en RDC de sorte à devenir un problème pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que lorsque le Rwanda, tout quand on a un problème avec le Rwanda, vous vous retrouvez sur la scène mondiale, sur la scène internationale, les gens ne se contentent pas de vous écouter seulement. Ils regardent aussi comment vous vous comportez. Et je ne cesse de dire à mes compatriotes congolais, y compris les gens qui sont au pouvoir, parce que je connais la plupart d'entre eux, je leur dis toujours, et je nous dis toujours, le comportement des gens à l'égard du Congo et des Congolais dépend de ce que le Congolais projette d'eux-mêmes. Donc, quand le Rwanda va chercher Arsenal, tout ça, il vient d'ajouter une autre équipe. Atlético Madrid. Voilà. Mais derrière ça, il y a quand même, derrière cette diplomatie de sport, il y a une véritable dynamique. Vous savez, c'est où s'est déroulé le vote, je crois, de renouvellement du mandat du président de la FIFA. Les préparatifs se sont passés à Kigali. Et c'est le président de la FIFA qui a intervenu auprès de certains chefs d'État pour plaider la cause du Rwanda. Ça, c'est la petite révélation que je vous ai faite parce que je garde le reste pour... voilà. Mais ça vous donne une idée. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de publicité autour des équipes. Il y a toute une diplomatie autour de ça qui s'articule de manière très cohérente de sorte à faire du Rwanda aujourd'hui un pays prisé, un pays africain prisé sur la scène internationale, ce qui n'est pas notre cas. Maintenant, quand nous copions ça, quand nous voulons faire ça, nous le faisons pour quel objectif? Parce que vous allez mettre sur le maillot. Visite Kinshasa. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le maillot? C'est la question que je me pose. Bon, après, quand vous avez un ministre des Sports, dont le pédigré est quand même connu des gens, ou qui, selon certaines mauvaises langues ou bonnes langues, aurait un casier judiciaire plus long que le bras du diable. Donc, vous vous rendez compte qu'on a un vrai problème. Et déjà, le fait que nous proposions ce genre de solution, entre guillemets, ou ce genre d'initiative, sans avoir pris le temps d'en comprendre l'articulation, les tenants, les aboutissants, nous rend moins sérieux aux yeux des gens. Juste à faire ça, nous rend moins sérieux. Donc, de mon point de vue, et je le redis, le Rwanda nous agresse militairement, ça oui. Mais sur ce terrain-là, le Rwanda joue sa partition comme le font les autres États. Merci. Ça ne marche pas. J'ai tapé, mais ça ne va pas. Communication. Pendant que vous parliez, j'ai eu un sursaut et je m'excuse aux personnes dans cette salle et je suis fâché contre moi-même parce que quand M. Mbeko le disait très souvent, je me rappelle quand il avait commencé ses premiers ouvrages, l'émotion. Il faut avoir une analyse froide, comme il aimait souvent le dire. Malgré tout, on est obligé de penser à nos compatriotes et on sait que si on a marché, on sait que si on est tous là présents, c'est parce que, on le dit très souvent, mais ça a beau être des chiffres, mais c'est quand même fort. On parle de millions de morts, on parle de femmes violées. Communication, on a tous vu des vidéos, tous vu des photos traumatisantes. Des choses très difficiles. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on analyse, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui nous fait voyager, mais dans le bon sens du terme. Mais moi j'aimerais vous demander à l'homme Patrick Mbeko, à l'intellectuel, comment on concilie tout ça? Parce que c'est vrai qu'on parle du Rwanda, on passe sa stratégie, mais derrière tout ça, il y a des monstruosités, des choses qui sont quasiment même innommables. Moi, je vous demande donc votre réaction en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, en tant que... Écoutez, c'est vrai que, d'abord, il est tout à fait normal que les gens expriment des émotions parfois de manière très forte. Moi, j'ai le défaut d'être très froid. Parce que j'estime que dans ce que je fais, dans ce type de travail, ça prend de la froideur. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion. J'en ai. Et l'autre chose aussi,
avant de répondre directement à votre question, souvent on nous reproche, on nous dit, mais vous, M. Mbeko, vous écrivez des livres, vous parlez, mais qu'est-ce qu'on fait? On arrivera à la question de qu'est-ce qu'on fait. Mais je veux dire une chose par rapport aux analyses. Et c'est une chose que les Africains en général et les Congolais en particulier devraient intégrer. Toutes les guerres que vous voyez, toutes les stratégies de déstabilisation, toutes les stratégies de renversement de régime sont conçues dans des laboratoires par des analystes. Ça veut dire que la réflexion précède l'action. Et nous avons la fâcheuse habitude de croire que l'action précède la réflexion. Et ça, c'est une erreur monumentale parce que le Rwanda, justement, passe beaucoup de temps à réfléchir à ses stratégies avant d'agir. D'où la nécessité pour certains d'être froids, et bien entendu pour d'autres d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions, au regard des monstruosités justement que nous observons. Je le dis parce que plusieurs fois, des gens m'ont dit, mais oui, mais excusez-moi l'expression, Akomaka va livre. Si ce n'est pas pour me jeter de fleurs, mais Kigali, on me connaît très bien et on ne m'apprécie pas beaucoup. Et s'ils me connaissent et qu'on ne m'apprécie pas beaucoup, ils savent pourquoi. Et pour eux, un livre est beaucoup plus dangereux que les marches. Parce que quand vous écrivez, quand nous écrivons, nous sommes rencontrés par des responsables. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Qui nous disent, mais vous avez dit telle chose, vous avez dit telle chose. Voilà, expliquez-nous, même des pays, des États. Le Rwanda le sait. C'est la raison pour laquelle on va attaquer. On a mis Charles Bonanno en justice. Mais tout ce qu'on a fait, c'est écrire des livres, on n'a rien fait d'autre. Moi, on m'a invité à Kigali. On m'a dit, non, Patrick, vous ne comprenez pas bien. Venez quand même. Vous allez rencontrer tout le monde, sauf le président Kagame. Vous allez rencontrer tout le monde. Vous allez voir que ce n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas. Ils veulent contrôler tous ceux qui réfléchissent et comprennent ce qui se passe là-bas. Parce que le changement vient des mouvements des masses. Mais les mouvements de masse, la plupart du temps, sont impulsés par des minorités pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et j'insiste sur cet aspect, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent on invite les gens. On dit, lisez, documentez-vous, faites ceci ou faites cela, justement parce que c'est sur ce terrain que se déroule la véritable guerre. Quand vous voyez le cas du Congo, allez lire tout ce qu'on écrit sur le Congo. Ce sont des gens qui ont réfléchi, qui ont écrit. Il faut qu'on les déstabilise, il faut qu'on fasse ceci. Vous savez, on parle beaucoup de balkanisation. Mais les écrits sur la balkanisation remontent aux années 50 et 60. À la veille de l'indépendance, moi je suis tombé sur un document du gouvernement belge qui discutait de la nécessité peut-être de balkaniser le Congo une fois indépendant. En 1996, un professeur d'université lié au Pentagone avait écrit un livre sur le démembrement du Congo. Pendant la première guerre du Congo, pendant que les camps de réfugiés ont été bombardés à l'est du Zaïre, il y avait une réunion à Washington sur les minerais critiques, réunion durant laquelle quelqu'un, William Castaner, fils d'un vendeur de coltan de Chicago, discutait de la possibilité de démembrer le Congo. Donc ce sont des choses qui ne tombent pas du ciel. Ce sont des gens qui s'asseyent, ce qu'on appelle les stratèges. Ce sont eux les éléments importants d'une stratégie de politique étrangère. Nous semblons ne pas en avoir, parce que quand je vois la politique étrangère de d'autres pays, je me dis, elle est très problématique. Parce qu'on n'intègre pas la réflexion dans ce que nous faisons. Parce que nous estimons que la réflexion n'est pas importante. Vous voyez comme ça, il y a des gens qui vont vous dire, ah, ils sont juste allés dans des conférences, là, ça ne fait rien. Mais je peux vous dire que les Occidentaux en font pratiquement tous les jours. Quand vous voyez l'Ukraine, la guerre en Ukraine, vous pensez que c'est tombé du ciel. Mais en 1997, il y a un monsieur qui s'appelle Brzezinski qui a écrit un livre sur la nécessité de casser l'Ukraine, de contrôler l'Ukraine si on veut casser la Russie. Et c'est écrit noir sur blanc. En 2019, la Rand Corporation produit un rapport dans lequel on explique comment affaiblir la Russie. Tout ce qu'on fait en 2022, c'est écrit dans ce rapport. La stratégie de l'affaiblissement par les sanctions. Mais à la fin, les stratèges disent, attention, cette stratégie, si elle ne marche pas, peut mener à l'éclatement de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
on discute de l'éclatement de l'Ukraine. La Russie a dit une partie du Donbass passe sous contrôle russe. Veut pas, Zelensky va céder. Il ne va plus reconquérir les territoires contrôlés par la Russie. C'est juste pour vous montrer l'importance de la réflexion dans tout ce que nous faisons maintenant. Oui, par rapport à tout ce qui arrive dans notre pays, il est tout à fait normal que les gens se mobilisent. Personne doit rebondir sur ce que tu as dit au début, s'il te plaît. Excusez-moi de vous interrompre. Je sais que nous avons posé des questions tout à l'heure. Toutefois, j'aurais souhaité qu'on s'arrête sur ce que vous avez dit tantôt sur le Rwanda. Vous nous avez parlé d'un pays où il y a quelque chose à voir. Donc, visite Rwanda. On sait très bien que le cadre est supérieur, voire meilleur qu'en RDC. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que nous puissions construire ce cadre? Vous avez aussi parlé d'un pays qui est militairement armé. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC? On aimerait savoir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous aussi, on puisse avoir un pays propre. Certains disent que nos dirigeants ont les pieds, les mains liés et qui ne peuvent pas travailler pour que le pays soit propre. Ça fait partie d'une stratégie. Est-ce vrai ou c'est juste un manque de volonté? Tout ce qui nous manque, c'est un minimum de sérieux et de volonté. J'entends cet argument qui consiste à dire que les Occidentaux sont derrière nous, c'est faux. En fait, aujourd'hui, les Occidentaux ont intérêt à avoir un Congo stable pour pouvoir investir et profiter des minerais congolais. C'est la raison pour laquelle, et on va y revenir sur la question des minerais, le président Tshisekedi a fait appel aux États-Unis pour l'aider. Cette histoire de minerais contre échange, les Américains ont fait appel aux Rwandais. On fait appel à quelqu'un contre lequel on veut se prémunir, se protéger. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de sérieux du côté congolais, c'est tout ce qui nous manque. C'est pas sorcier tout ça. Je suis allé à Dubaï et il y a une chose qui m'a frappé là-bas. On me dit, mais vous savez, il y a tout ça là, les gratte-ciels que vous voyez, tout ça a été construit en moins de 20 ans. J'étais choqué. C'est impressionnant. Et vous vous dites, ils ont fait ça en moins de 20 ans? Oui, parce qu'il y avait une volonté, une vision. Ce qui manque à la RDC, c'est ça. Et malheureusement, nous n'aidons pas nos dirigeants. Tout simplement parce que vous avez des fanatiques, des gens qui soutiennent la bêtise au nom de ne sais quelle logique. Et vous avez, de l'autre côté, des gens qui sont contre, non pas pour le bien-être du pays, parce qu'ils veulent être à la place de ceux qui sont là. C'est tout. Et donc, ce qui nous manque, c'est qu'il ne manque pas seulement nos dirigeants, à nous tous, Congolais, c'est de devenir minimalement sérieux. Regardez le niveau des débats et des discussions sur les réseaux sociaux, par exemple, congolais. Moi, je n'ai pas TikTok, malheureusement. Moi, je n'ai pas TikTok, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais on me dit que c'est le Far West. Mais une chose est certaine aussi, c'est que pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'il y a une demande. Le jour où nous allons devenir rigoureux, sérieux à l'égard de nous-mêmes, il y a des choses que nous n'allons plus tolérer et les vendeurs d'imbécilité vont arrêter. Mais si nous acceptons ça, si nous consommons, si ça nous fait plaisir, je ne dis pas qu'il ne faut pas un minimum de légèreté. De temps en temps, ça arrive. Un minimum de légèreté dans la vie ne fait de mal à personne. Mais n'en faites pas un mode de vie. Et c'est le grand problème que nous avons de manière globale, dans la manière dont nous abordons les questions existentielles qui nous concernent. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, c'est la raison pour laquelle, même quand vous allez, je vais vous raconter une anecdote que je raconte souvent parce que c'est une chose qui m'a beaucoup choqué. J'assiste à une réunion. Ce sont des affaires très stratégiques. Il y a des militaires, des diplomates, des universitaires, des chercheurs. Et pendant la période de discussion, quelqu'un fait allusion au Rwanda. On vante le Rwanda, et en tant que Congolais, comme on dit chez nous, ma fout thématique. C'était plus fort que moi. Il arrive que j'ai des émotions aussi. Donc je décide d'intervenir pour dire que mais ça n'a pas de sens.
Vous ne pouvez pas glorifier un pays qui vit de la misère de son voisin. C'est indécent. Même si on sait que vous êtes capitaliste et que de temps en temps, ça vous plaît. La discussion se déroule, à un moment, je sors de la salle. Je parle au téléphone. En sortant de la salle, je vois quelqu'un qui est en train de fumer, qui est un ancien ambassadeur d'un pays européen. Et je finis de parler au téléphone, le monsieur me dit, ah, mais monsieur Mbeko, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, ah, mais tu étais énervé. Je dis, mais quand même, on ne va pas donner l'exemple du Rwanda dans ce genre d'affaires. Et il me pose une question. Il me dit, d'après vous, pourquoi les gens qui sont ici soutiennent le Rwanda? Quand il dit les gens qui sont ici, parce que dans la salle, il y avait des diplomates, des occidentaux. Alors je déroule le tapis à ma connaissance géopolitique. Je lui dis, bon, les enjeux. Il m'écoute calmement, il me dit, tu n'as pas tort, mais ce n'est pas tout. Je dis, pourquoi? Comment ça? Est-ce qu'il y a des éléments qui m'échappent? Il me dit, vous savez, pour la plupart des gens qui sont ici, ils estiment que les Congolais ne méritent pas leur pays. Et donc, je vais juste finir l'anecdote, je lui donne la parole, et je trouve ça choquant. Je dis, mais comment ça, les Congolais ne méritent pas leur pays? Et il me dit, pour la plupart des gens, si on peut prendre le Congo sans les Congolais, ça ne gênerait personne. Il me dit, ce n'est pas que nous aimons le Rwanda. Et là, il parle maintenant comme occidental. Il dit, ce n'est pas que nous aimons le Rwanda, nous savons tout ce que fait le Rwanda au Congo. Mais, quand nous voyons comment les Congolais eux-mêmes se comportent à l'égard de leur pays, nous nous disons finalement, mais pourquoi le Rwanda ne va pas prendre ces richesses-là et nous le donner, en tout cas faire des transactions avec le Rwanda, puisque les Congolais semblent être eux-mêmes en fait irresponsables vis-à-vis de leur pays. Et j'étais contre, même si dans mon cœur je savais qu'il avait un peu raison. J'étais contre parce que même si les Congolais sont irresponsables, ça reste leur richesse, c'est leur pays. Les gens n'ont pas le droit de venir les chercher par la force et par la violence. Il n'en demeure pas moins que le Congo fait partie du monde. Et le monde est régi par des réalités parfois d'une brutalité inouïe. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Nous sommes obligés de devenir responsables si nous ne voulons pas être bouffés. Je vais finir en vous donnant un exemple simple. Regardez comment les États-Unis se comportent vis-à-vis de l'Europe depuis l'arrivée de Trump. Ils sont sans pitié. Sans pitié. Pourquoi? Parce que la zone de gravité pour les États-Unis, c'est l'Asie-Pacifique. C'est la Chine, la rivale, la grande rivale systémique. L'Europe, on n'en a pas besoin. On a besoin des pays asiatiques, raison pour laquelle vous voyez les États-Unis tisser des alliances dans l'Asie-Pacifique pour contenir la Chine. C'est ça la réalité du monde dans lequel on est. Il faut en prendre conscience quand on est le Congo et quand on a des richesses qui aiguisent les appétits du monde entier. Merci beaucoup. Vous m'excusez, j'ai dû prendre le micro parce que c'était une parfaite manière de rebondir sur un sujet d'actualité, on a tous entendu, et que derrière ça, comme Patrick sait très bien le faire, il va nous dire tout ce qu'il y a derrière. Et ce sujet, comme on l'a tous entendu, c'est qu'on a entendu avec ça y est, nos problèmes sont terminés, parce que le gouvernement congolais proposait un accord d'échange, les termes de matières premières contre protection avec les États-Unis. Monsieur Mbeko a brillamment répondu à cette question dans une vidéo. Il va nous faire part là en live de ce qu'il en pense. Et je pense que c'est toujours intéressant d'une conférence justement de pouvoir rebondir sur l'actualité pour quand on en sort, on sait, mais on est en guillemets up to date, quoi. On est mis à jour. Oui, le Congo, confronté à la guerre imposée par le Rwanda via le M23, a décidé de faire appel aux Américains. Nous avons fait appel aux Américains tout simplement parce que deux villes importantes sont tombées aux mains du M23. Bukavu, Goma. C'est un tournant important dans la guerre qui est imposée à la RDC, bien entendu. Et donc le Congo, s'inspirant de ce qu'a fait l'Ukraine, a décidé de proposer aux États-Unis un deal minerai contre sécurité. Bon,
Et c'est le problème du Congo, c'est le mimétisme. On copie tout et n'importe comment. Et vous savez, à l'école, les bons tricheurs sont souvent les plus intelligents. Et les mauvais tricheurs sont souvent très stupides. Ils copient tout ce qu'ils voient sans comprendre ce qu'il en est parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas étudié. Et quand vous avez étudié minimalement, vous savez que cette réponse-là, c'est pas ça. Au moins, vous êtes sûr que ce n'est pas la bonne réponse. Même si vous ne la connaissez pas, vous savez que ce que l'autre a écrit n'est pas la bonne réponse. Dans le cas du Congo, on a copié stupidement, en fait. On a essayé d'imiter l'Ukraine, qui a proposé à l'administration Trump les minerais critiques. Zelensky a proposé au président Trump les minerais critiques de l'Ukraine en échange d'une garantie de sécurité. Il faut bien comprendre. On parle de garantie de sécurité dans une affaire qui oppose des grandes puissances nucléaires. Et l'Ukraine est 1000 fois plus avancée que le Congo. Le Congo propose la même chose. En échange d'un soutien diplomatique et militaire, l'Ukraine n'a pas proposé un soutien diplomatique et militaire. Attention, une garantie de sécurité. C'est-à-dire que même si on arrive à s'entendre avec les Russes, au moins pour mettre fin à la guerre, on veut s'assurer qu'ils ne vont pas nous attaquer. Alors on est prêt à négocier avec vous sur la question, en mettant sur la table le minerai, parce que justement, et c'est le problème de ce type de conflit, c'est que les Américains, avant Trump, parlaient déjà des minerais ukrainiens. Et c'est des gens comme Lindsey Graham qui en parlaient, c'était à l'époque de Joe Biden. Les Occidentaux ne font pas les guerres pour le plaisir de les faire. La guerre d'Ukraine n'est pas une guerre ukrainienne, c'est une guerre américaine par Ukraine interposée. C'est ça qu'il faut comprendre. En Ukraine, ce ne sont pas les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Ce sont les pays de l'OTAN, soutenus par les États-Unis, qui se battent contre les Russes en utilisant l'Ukraine. C'est comme à l'époque, la guerre du Congo, on avait les États-Unis qui voulaient se débarrasser de Mobutu, et les Rwandais ont profité des velléités américaines pour faire prospérer leurs propres intérêts en attaquant, en se servant justement de la question des réfugiés Hutus. Et donc, on est dans des dynamiques un peu similaires. Alors quand nous, on imite l'Ukraine, en proposant ça, d'abord devant les Américains, ça paraît bizarre parce qu'ils se disent, ces gens veulent nous donner leurs minerais en échange de notre soutien sécuritaire. Alors dans la vidéo à laquelle vous faites allusion, j'avais analysé, je n'ai pas voulu analyser le contenu parce que le deal n'est pas encore signé. Mais il y a eu une déclaration de principe qui a été signée par le Rwanda et le Congo et qui a suscité beaucoup de réactions justement parce que la question que j'ai posée justement était de dire comment le Congo fait appel aux États-Unis pour signer une entente, un partenariat stratégique minerai contre sécurité, pour se prémunir justement contre le Rwanda, et se retrouve à discuter avec le même Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants congolais qui ont même signé la déclaration de principe? Parce que quand vous lisez cette déclaration de principe, vous retrouvez à l'intérieur des points qui sont liés aux demandes du Rwanda depuis longtemps et pour lesquels le Rwanda fait la guerre. Alors ici, je veux essayer d'éclaircir l'opinion des gens parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, surtout les soutiens du régime, même des conseillers proches du président qui m'ont dit, mais tu sais Patrick, de toute façon, ça va permettre de mettre fin à la guerre parce que nos frères meurent beaucoup. Je veux dire une chose, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Quand on fait la guerre, ce n'est pas pour le plaisir de la faire. On fait la guerre pour atteindre des objectifs politiques. Donc pour Kagame, la guerre n'allait pas être éternelle. Le plus important pour lui, c'est d'atteindre des objectifs sur le plan politique. Il a des buts politiques qu'il veut atteindre. Et ces buts politiques se retrouvent justement dans la déclaration de principe que le Congo a signée. Donc, en d'autres termes, le Rwanda obtient ce pourquoi il a fait la guerre au Congo. Et le Congo qui est allé chercher les États-Unis pour obtenir de la sécurité, se fait dire, discutez d'abord avec le Rwanda de vos problèmes, et nous, on va signer un accord sur les minerais avec le Congo, puis on va signer un autre accord avec le Rwanda. Et vous retrouvez dans l'accord, dans le projet d'accord, en fait, dans la déclaration de principe, des points qui nous rappellent le fameux, la fameuse proposition de Sarkozy, partage de richesses ou mutualisation des richesses congolaises avec le Rwanda.
Je crois qu'en tant que Congolais, avec tout ce que le Rwanda a fait, nous n'avons aucunement besoin de signer un quelconque accord avec ce pays. Au moins par décence, par dignité et au nom, en mémoire de nos morts. Accepter un accord soi-disant pour ramener la paix alors que le monsieur vous fait la guerre justement pour obtenir ce qu'il y a dans l'accord que vous voulez signer est d'une indécence indescriptible. Et je crois que c'est une insulte à nos morts. Parce que ceux qui disent, oui, mais ça va ramener la paix. Mais qui vous dit que Kagame vous fait la guerre pour le plaisir de faire? Il vous fait la guerre pour que vous acceptiez ça et puis qu'il arrête. Donc la paix que vous cherchez, en fait, est une sorte de capitulation. Et il y a des points à l'intérieur qui sont encore beaucoup plus dangereux. Je pense ici à la question des réfugiés. Les soi-disant réfugiés congolais qui seront au Rwanda depuis 20 ans. Moi, je pense qu'un bon Congolais aller se réfugier au Rwanda pendant 20 ans, je ne sais pas. À moins que ce soit des Congolais que nous connaissons là. Les Congolais, comme disent les certains. Parce que je vois mal des Congolais. Alors on nous dit, oui, mais il y a des Congolais, le HCR a compté des Congolais. Il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est vrai. Le HCR a comptabilisé des Congolais réfugiés au Rwanda. Mais qui sont ces gens-là? Dans Stratégie du chaos, nous expliquons un peu la question parce que nous expliquons comment, pendant l'époque du CNDP, des soi-disant réfugiés congolais revenus du Rwanda se sont révélés être en fait des Rwandais qui ne parlaient pas la langue locale ou les langues locales. Et ça a été démontré, expliqué par une ONG américaine. Donc on vous dit qu'ils sont 100 000. 100 000 Rwandais ou réfugiés congolais, soi-disant, qui reviendraient dans les territoires, soi-disant, de territoires d'origine. Qu'est-ce que cela va provoquer d'après vous? Des tensions ethniques qui vont conduire à quoi? L'intervention du Rwanda, parce que le Rwanda dit intervenir aujourd'hui au Congo pour sécuriser les soi-disant Tutsis congolais ou Banyamulenge. Mais c'est ce qui va revenir. Au fond, vous allez signer un accord qui va vous permettre de gagner du temps, qui va faire la part belle au Rwanda, qui va vous permettre de gagner du temps, et qui au final va aboutir à une autre déstabilisation de votre pays, parce qu'au final, ce que Kagame veut, c'est la terre. Kagame, les minerais c'est important, et je veux apporter une nuance ici. Les gens me disent, oui, parce qu'ils veulent nos minerais, alors on va... Non, Kagame veut la terre. S'il a la terre, il aura tout ce en bas. Vous voyez la différence? Et quand vous lisez Steve Edge, quand vous écoutez ce qu'il dit devant le Congrès américain, en 2012, à cause du M23, il explique ceci. Il dit, la guerre du M23, pour le comprendre, pour comprendre l'implication du Rwanda, il faut garder à l'esprit que le Rwanda veut l'érection à l'est du Congo d'un État autonome ou fédéral. Autrement dit, si ces gens reviennent du Rwanda, s'installent, retrouvent ceux qui sont déjà sur place, s'installent, arrivent à devenir une communauté organisée, ils peuvent demander une autodétermination. Vous allez faire quoi? C'est reconnu par le droit international. Comment vous allez gérer ça? Vous allez dire non, il y aura des conflits armés. Il y aura un conflit armé ou des conflits armés qui vont mener à l'intervention du Rwanda dans une certaine mesure. Et même dans notre pays dont on ne parle pas beaucoup, l'Ouganda, qui est allié à Bakou du Rwanda et qui se révèle être l'allié du Congo. Nous sommes des magiciens au Congo. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans ce pays, vous vous dites, mais est-ce qu'ils sont des gens normaux? Ces gens, ils font exprès ou pas? Mais en réalité, c'est quand on ne maîtrise pas les enjeux, ou quand la politique est conduite par des apprentis sorciers et non par des vrais experts. Ça donne ça. Il ne faut jamais penser que dans des pays organisés, on laisse la politique étrangère à n'importe qui. Le ministre est là, certes, le ministre des Affaires étrangères, le président est là, sont là, mais vous avez des stratèges qui maîtrisent des dossiers, qui font des notes que les dirigeants utilisent pour peaufiner leur politique en matière d'affaires étrangères. Et dans le cas du Congo, on a un vrai problème parce que ce partenariat est très problématique. Et je sais de sources sûres que le Congo aujourd'hui est mal pris parce qu'il ne s'attendait certainement pas à ce retournement, à cette présence rwandaise. Et l'autre fait aussi, c'est ce que dans ma vidéo je disais, pardon, c'est que avant d'aller négocier avec les gens,
Prenons-moi la peine d'analyser la conjoncture, de les comprendre. Quand vous affrontez un adversaire, qu'est-ce que vous faites? Vous devez voir le monde comme il le voit. Pour cela, vous devez rentrer dans sa tête. Vous devez regarder le monde à travers ses propres yeux. Le comprendre pour pouvoir le déjouer et l'affaiblir. Ne trouvez pas grâce à vos propres yeux. C'est très dangereux. Ne dites pas à la moindre escarmouche, moi je veux... Je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des plaisanteries. Les stratèges essaient de comprendre la stratégie de l'ennemi, sans le sous-estimer. Mais pour mieux le comprendre, il faut rentrer dans sa tête aussi. Est-ce qu'on a pris la peine d'analyser et d'étudier la doctrine américaine en matière de politique étrangère? La réponse est non, parce que si on l'avait fait, ou en matière de défense, de sécurité de défense, si on l'avait fait, nous aurions su, par exemple, que Trump est dans une logique de désengagement. Autrement dit, ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, la sécurité, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils sont dans une logique de désengagement. Par conséquent, nous nous sommes retrouvés avec qui? On nous parle d'Éric Prince, un ancien mercenaire, impliqué dans des régions de troupes, qui viendra au Congo, qui est actuellement en train de recruter d'ailleurs le mercenaire pour venir au Congo. Autrement dit, même si nous signons cette histoire avec le Rwanda, avec les Américains d'un côté, le Rwanda de l'autre, au final, nous n'aurons pas la garantie de sécurité que nous avons demandé. Or, cette garantie de sécurité, c'est ce pourquoi nous avons proposé le deal. Encore une fois, nous nous sommes fait avoir par le Rwanda dans les discussions simplement parce que les Rwandais sont cohérents. On peut ne pas les apprécier, ils sont cohérents. J'ai un défaut. Je sais reconnaître la force ou les capacités de mes adversaires ou de l'ennemi. Je ne les sous-estime pas. Les Rwandais ne sont pas mes ennemis, je parle du gouvernement rwandais. Le Congo, nous devons quitter la politique spectacle, la politique des bars et des maquis pour faire de la véritable politique en matière de politique étrangère. Merci. Dans cette analyse, quand vous avez fait état de l'ambassadeur qui disait on préfère dealer avec le Rwanda, même si on n'aime pas ce qu'ils font. Moi, j'aimerais que vous rebondissiez aussi, comme vous avez très bien expliqué, qu'il y a malheureusement il y a des traîtres, ou un comportement de trahison. Il y a des Congolais qui collaborent avec le Rwanda et qui font exfiltrer ces matières premières par le Rwanda. Et qu'il est plus facile aujourd'hui de dealer avec le Rwanda, qui est un pays bien dirigé, que de dealer avec le Congo. Écoutez, d'ailleurs, quand j'ai parlé de ça, justement dans la vidéo à laquelle vous avez fait allusion, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui m'ont dit « mais tu ne peux pas dire ça ». Je dis « ce sont les faits ». Les Congolais ont une compréhension approximative de ce qui se passe dans leur pays. Quand on parle de pillage du Congo, vous savez comment ça se passe? Personne ne le sait. Il y a eu des pillages, il y a eu des cycles de pillage du Congo. Et ce cycle de pillage intervient pendant la guerre de haute intensité. Autrement dit, quand nous avons des guerres avec des rébellions pilotées par le Rwanda, il y a une mécanique de pillage qui se met en place. On pille les ressources naturelles, comme actuellement avec le M23, qui contrôle des pans entiers du territoire national et qui pille les ressources du pays. Mais quand il n'y a pas de guerre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Rwanda rentre là pour venir piller? Non. Le Rwanda profite d'un système de prédation qu'il a laissé en place et qui est soutenu et accompagné par des Congolais. Je rappelle qu'avant le retour du M23, la résurgence du M23, c'est le président du Congo qui était devenu l'ami de Kagame et qui avait signé un contrat qui est public dans lequel on demandait, qui faisait en sorte que les minerais du Congo étaient raffinés au Rwanda, l'or tout particulièrement. Les minerais qui sortent du Congo appartiennent à des gens qui sont au sommet à Kinshasa aussi, qui passent par le Rwanda. Quand le Global Witness produit son rapport sur la contrebande des ressources naturelles, l'ONG britannique dit très clairement qu'il y a des implications côté congolais. Mais tout ça, les Occidentaux le savent. Donc quand nous pleurnichons ou quand nous manipulons notre population en disant que le Rwanda nous pille, mais tout le monde sait que les Congolais prennent part à ce pillage, aux contrebande, aux exploitations illicite de ressources naturelles. De qui se moque-t-on? Parce que vous avez des mines à l'Est qui appartiennent aux membres de la famille présidentielle. Ces mines-là, vous pensez que les minerais qui sortent de ces mines-là sortent par Kinshasa? Ou par le Rwanda ou l'Ouganda?
C'est ça le paradoxe dans cette histoire. Alors, vous avez des gens, vous savez, dans l'histoire du Congo, malheureusement, il faut le dire, vous avez très peu de gens qui ont l'honnêteté d'aborder ces questions de manière juste et impartiale. La plupart des gens ont des accointances, soit avec les gens de pouvoir, ou avec l'opposition, ou avec des gens qui sont directement impliqués. Patrick Mbeko n'a aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit, à Kinshasa ou ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai la liberté de dire ce que je dis. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont reçu de l'argent pour faire la promotion du régime. Je sais combien ils ont reçu. Mais je trouve triste aujourd'hui que nous voyons la face sur notre propre implication dans ce qui se passe aujourd'hui. Le Rwanda n'est pas fort. C'est le Congo qui est faible. Le Rwanda n'est pas fort. Ils ont une armée de 35 000 personnes. Le Congo a une armée de soi-disant 140 000 personnes. 140 000. Vous vous rendez compte? Mais, après la chute de Goma et de Bukavu, vous voyez Jean-Pierre Bemba sillonner le pays pour recruter des gens pour faire quoi? Est-ce que les 140 000 sont morts? Et quand il le fait, personne ne se pose la question de savoir, mais que fait ce type? On dit, ah, voilà quelqu'un qui soutient le pays. Et c'est là où je suis en porte-à-faux face à des émotions pareilles. Des émotions mal canalisées ou exploitées avec des noirs arrière-pensées ne me plaisent pas beaucoup. Ce que nous faisons aujourd'hui est problématique. Nous sommes les premiers responsables de ce qui arrive à notre pays. Et les plus grands prédateurs de ressources du Congo, ce sont les Congolais. C'est ceux qui sont au sommet de l'État. Avant eux, il y avait les Kabila qui ont fait la même chose. Avant le Kabila, il y a eu les Mobutu qui ont aussi fait ça dans une certaine mesure. Il faut le dire. Et aussi longtemps que nous fermerons les yeux sur nos problèmes, notre propre responsabilité dans ce qui arrive à notre pays, rien ne changera. Le Congo ne changera que le jour où les Congolais changeront. Selon vous, comment pourrait-il changer? Mais changeons. Parce que, vous savez, souvent, je voyage beaucoup, je donne des conférences, je rencontre des gens, parfois dans des cercles fermés. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens s'attendent à des solutions miracles. Ça n'existe pas. Si vous arrêtez tout simplement de jeter de la saleté autour de vous, il n'y aura plus de saleté. Le jour où nous allons nous montrer responsables et par-dessus tout intraitables à l'égard de ceux qui ont la charge de ce pays, les choses vont changer. Comment voulez-vous qu'un Félix Tshisekedi puisse changer quand il y a des gens qui le soutiennent pour des raisons tribales ou pour des raisons politiques? Il faut faire un diagnostic clair de la maladie que nous avons. Parce que, je le dis parce que j'entends beaucoup. Ah mais vous dites ça, mais parfois il y a des pistes de solution dans ce que je dis. C'est comme quelqu'un qui vous dit, écoutez, il y a un exemple stupide que j'aime donner. Nous sommes dans cette salle. Si on nous dit aujourd'hui, admettons qu'il y a 2 portes dans cette salle, et je vous dis, derrière la porte là, il y a 4 lions affamés. Personne ne va me demander s'il doit sortir par là. Ça se fera automatiquement, tout simplement parce que c'est le simple bon sens. Vous savez qu'il y a un danger. Quand on vous donne l'information, d'une certaine manière, on vous arme de connaissance. Et c'est la connaissance qui vous libère, c'est la connaissance qui vous sauve. Quand on vous dit qu'il y a un problème de ce côté-ci, automatiquement, vous savez que pour échapper à ce problème, il faut aller de l'autre côté. Nous avons un problème de corruption. Corruption endémique. On a un problème de gouvernance. Si nous voulons changer ce pays, il faut changer la gouvernance. Il faut mettre fin à la corruption. Au Rwanda, ça, ce sont des Congolais qui sont au pouvoir qui me disent, c'est vrai que Kunda Baïbarate, excusez pour les non-Congolais, en fait, quelqu'un qui me dit, mais vous savez, là-bas, on ne vole pas. C'est la personne qui me dit ça au pouvoir. Et on discute des détournements. Il fustige ceux qui sont là, ses collègues, ils disent, ce ministre-là, lui, c'est un grand voleur.
Je lui dis, mais qu'est-ce que le président fait de lui? Ah bon, tu vois Fachi a un gros cœur, il a un grand cœur. Il a tellement un grand cœur. Vous voyez le niveau de discussion? Mais celui qui détourne l'argent des fonctionnaires est un criminel au même titre que le Jean du M23. La seule différence entre les deux, c'est la méthode. Il y a un qui utilise son arme pour tuer et l'autre qui vole des vies, qui protège des vies en détournant l'argent qui aurait permis à ces gens de soigner leurs enfants, les envoyer à l'école ou de subvenir aux besoins de leur famille, de sa famille. Merci beaucoup. Je voulais vous demander de vous préparer à poser vos questions à M. Patrick Mbeko. Vous avez moins de 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Donc préparez vos questions, parce qu'on aura un long moment avec lui, privilégié. Moi, je vais vous poser une question, je ne vais pas dire qu'elle est délicate, mais il faut la poser. Quand il y a eu un nouveau gouvernement, vous n'avez pas hésité à dénoncer des comportements, à dénoncer des choses qui étaient selon vous compliquées. Et beaucoup de gens vous ont, comment dirais-je, vous avez suscité de l'incompréhension. Et même des propos qui peuvent même porter à se dire, mais M. Mbeko, qu'est-ce qu'il fait? Il met des bulles sur le feu, il veut provoquer des tensions interethniques, parce que vous dénonciez, en guillemets, comme vous disiez, donc une sorte de clientélisme tribal. Et vous regardez droit dans les yeux, donc vous assumez complètement ce que vous dites, et j'aimerais que vous puissiez vous expliquer encore une fois, vous expliquer la teneur de vos propos et ce que vous dénoncez exactement pour pas qu'il y ait de malentendus. Je crois que la plupart des gens qui font semblant de ne pas comprendre ce que je dis sont les fanatiques. Il y a un fanatique, il n'y a rien à faire pour un fanatique. Il ne comprendra pas, il n'est pas là pour comprendre. Il a une idée toute faite. Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui trouvent les propos parfois... En fait, je suis très critique à l'égard de ce que je considère comme le tribalisme des gens qui sont au pouvoir. Et c'est un fait. Allez lire les rapports qui sortent des pays occidentaux. Lisez les journaux occidentaux, parce que si c'est Mbeko, on va dire Mbeko. Tu sais, quand c'est un Congolais qui dit quelque chose, on dit bon. Quand c'est un Blanc qui dit, peut-être qu'il accorde beaucoup plus de crédit à ce que le Blanc dit. Parce qu'il y a ça aussi. Et quand on dénonce ça, ce n'est pas attaquer un groupe. Et je le dis pourquoi? Parce que, regardez, est-ce que vous avez vu ce qui arrive aujourd'hui à ce pays? Pas seulement le Kasaï, toute la République démocratique du Congo est malade. Il y a des coins dans l'Équateur où les gens ne peuvent pas sortir en ville. Vous savez pourquoi? Bon, déjà que la ville n'existe pas. Quand je dis ville, vous voyez un peu de quoi je parle. Dans un endroit, il n'y a pas d'arbres. Et donc, il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus. Ils n'ont pas... C'est sérieux. Ils n'ont pas de vêtements. Ça se passe aujourd'hui au Congo. Aujourd'hui au Congo, vous avez... Et ce que je vous dis, je connais la plupart des gens qui sont au sommet de l'État. Si j'avais voulu être ministre, je serais devenu. Je vous le dis très sincèrement. C'est une question de choix. Et les gens qui me le disent, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Qui me disent que c'est compliqué. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais Patrick, enfin je aussi, parfois lui-même quand il regarde, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Comme ça. Alors, vous avez des gens dans ce désarroi généralisé qui soutiennent ça par solidarité tribale. Moi, je dis clairement ceci. Un Moulouba qui soutient, un compatriote Louba qui soutient Fachi pour des raisons tribales, ça, c'est pas un problème en réalité. Parce que ce sont des phénomènes qu'on voit un peu partout sur le continent. Il y a des gens qui soutiennent Jean-Pierre Bemba parce qu'il est d'Équateur, parce qu'ils sont de l'Équateur. Il y a des gens qui soutiennent Fayoulou parce que c'est leur frère de tribu. Il y a des gens qui soutiennent Mouzito parce que c'est le Mpangi. Ça, ce n'est pas un problème en réalité. Même en Occident, en réalité, on voit ce type de phénomène, mais de manière différente. Au Canada, les Québécois, la plupart des Québécois soutiennent le Bloc québécois, qui est le seul parti qui est au Parlement canadien, au Parlement fédéral. On peut appeler ça accointance tribale, si on veut. Ils soutiennent le Bloc parce que ce sont des Québécois qu'on veut. C'est tout à fait normal. Ça, ce n'est pas le problème. Le tribalisme devient un problème lorsqu'il se fait au détriment des autres groupes.
ou du pays, ou des intérêts du pays. Mais si les gens, moi j'ai toujours dit, j'ai dit très clairement, c'est public, j'ai dit, il y a des gens qui ont dit, mais Félix, non, le même que les balous, j'ai dit, moi, c'est pas un problème pour moi. Si le nombre de gens compétents, si ces gens compétents sont des loups, on les met là, ce sont les compatriotes, ils vont faire le travail qu'on attend d'eux. Mais si on met des idiots, tout simplement des gens qui n'ont pas le niveau, ou qui sont incompétents, ça devient un problème pour tout le monde. Si on les nomme parce que ce sont des frères et des sœurs des tribus, ça devient un problème pour tout le monde. Et vous le savez bien, nous sommes d'un pays où il y a beaucoup de mélanges. Moi, cette histoire de tribalisme, je l'ai connue en Occident. Je n'ai jamais connu au Congo. Parce qu'on ne savait même pas qui est qui. Nous, quand on grandissait, je ne sais pas pour certains d'entre vous, ceux qui ont grandi au Zaïre, à Kinshasa, ne connaissaient pas ça, je vous le dis. Oui, on n'a jamais connu ça, tout simplement. Nous sommes dans des familles où il y a un mélange. On a de tout le monde dans nos familles. Tu ne peux pas détester un groupe. C'est indécent, c'est insensé. Par contre, s'il y a un problème, s'il y a un mal qui ronge la République, il faut en parler, non pas pour stigmatiser, mais pour éviter les conséquences fâcheuses de ce type de comportement. Et ça, je veux vous dire une chose. Je reçois des messages de nos compatriotes, certains compatriotes Loba. Une femme m'écrit, elle a 54 ans. Elle me dit, Monsieur Mbeko, continuez à faire ce que vous faites, je vous soutiens. Je ne peux même pas commenter sur votre mur parce que ma famille, certains membres de ma famille voient ça, j'aurai des problèmes. Elle a 54 ans. Un de mes proches amis, meilleurs amis, qui est Louba, me dit un jour, tu sais Patrick, j'ai dit aux gens que tu n'étais pas tribaliste. Ils se sont énervés. Et ça c'est problématique, pourquoi? Parce que ça divise les Congolais. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Non pas pour stigmatiser. Parce que, au final, quand vous regardez, la gouvernance problématique de Tshisekedi n'épargne personne. Même pas les Louba. Moi, quand je vois nos compatriotes Kasaï manger du foufou avec du sel, ça me révulse. Quand je vois des femmes et des enfants au Kasaï dans des conditions inhumaines, je ne vois pas Moulouba. Je vois un Congolais, je vois des Congolais. Et tous, nous devons, quand nous nous regardons, nous voir en tant que Congolais. Pas en tant que Moulouba, lui il est ceci, lui ce... Moi, j'en parle de manière décomplexée. Pourquoi? Parce que je ne vois jamais de Moulouba. Si tu es Moulouba, tu fais des conneries, je te le dirai. Si tu es Mongala, tu fais des conneries, je te le dirai. Nos frères du Congo central, il y a 2 ans, je les ai ramassés. Je dis non, vous là, vous faites la même chose. Vous faites la leçon aux autres, mais vous êtes pareil. J'ai écrit une fois sur Jean-Pierre Bemba des propos extrêmement durs. Quelqu'un a dit, oh, qui suppose que je suis de l'Équateur, il dit, ah, mais me parle comme ça de son frère. Qui est mon frère? Le monsieur là, c'est un compatriote, mais c'est un voleur, c'est un criminel. Je ne vois pas, quand je regarde un Congolais, je ne vois pas sa tribu, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est un compatriote. Et s'il y a des comportements biscornus, il faut les relever. Même moi, Patrick Mbeko, qui vous parle, si vous me prenez en défaut, si j'ai un comportement déplacé, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de me dire que ce n'est pas bien ce que je fais. Mais si on ne fait pas ça, vous savez ce qu'on fait? On va cultiver le mal à bas bruit. Et à un moment, ça va exploser. Vous voyez l'histoire du Rwanda. Le génocide, on vous dit que c'est une affaire des Tutsis, des Hutus. Mais c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Cette affaire n'était pas ethnique. Elle était politique. On a instrumentalisé l'ethnie et ça a emmené ce qu'on a vu. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs parce que dans le livre Malheur aux vaincus, j'ai dédié le livre à Pierre Péan, que certains d'entre vous connaissent, mais aussi à 2 rescapés Tutsis de génocide. Kizito Mihigo, qui était un rescapé Tutsi, qui a été assassiné, et Aimable Karissira, qui sont des Tutsis. Mais ces Tutsis-là sont marginalisés par qui? Par leurs frères Tutsis. Pourquoi? Parce qu'ils disent non à l'hégémonie du petit groupe. Ceux qui parlent au nom des Balouba ne sont pas représentatifs de tous les Louba. Parce que s'ils étaient représentatifs de tous les Louba, ils seraient au Kasaï en train de changer la situation de leurs frères de tribu, comme ils le disent. Ils ne le font pas. Les gens qui sont au pouvoir ne se battent que pour eux-mêmes.
qu'il soit Luba, Mungala, je ne sais pas quoi, il ne se bat que pour eux-mêmes. Quand Kabila était au pouvoir, il avait autour de lui les gens de toutes les tribus. Aucun d'entre eux n'est allé ranger chez lui. Excepté peut-être Matata, on nous dit Matata. Mais personne n'a rangé chez lui. Jean-Pierre Bemba de l'Équateur, là, chez lui, c'est une forêt. Je vous dis, là-bas, il y a des gens nus qui ne peuvent pas sortir en ville. Et encore une fois, la ville, c'est où il n'y a pas d'arbres. C'est un espace un peu lisse, c'est ça la ville. Et les gens ne peuvent même pas sortir tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'habits. Alors, si on fustige ça, s'il y a des Équatoriens qui viennent dire « Ah non, tu ne peux pas critiquer Jean-Pierre Bemba parce qu'ils sont de l'Équateur », mais je veux les attaquer, tout simplement. Et c'est la même chose que je dis à nos compatriotes Luba. Et j'appelle la majorité silencieuse, parce que je sais que chez les Balouba, il y a une majorité silencieuse qui ne peut pas s'exprimer parfois pour des raisons culturelles. Nous nous connaissons, nous savons comment nos cultures fonctionnent. Ce sont eux qui doivent se lever le premier. Pour ne pas faire les frais de cette acrimonie qui s'installe aujourd'hui au sein de la population congolaise, parce qu'on le voit. On le voit à travers les commentaires. Quand on est intellectuel, quand on est penseur, ou quand on défend les intérêts du Congo, on évite que le Congo implose de l'intérieur. Et ce genre de choses peut mener à l'implosion du pays de l'intérieur. Et je veux vous dire, vous savez, c'est une anecdote, ceux qui me connaissent le savent. Vous savez ce que les Rwandais ont fait pendant la première et la deuxième guerre? Ils ont identifié des Luba. Et ils ont dit qu'ils allaient se servir d'eux dans leur stratégie d'affaiblir le Congo. Est-ce que vous savez? Et la plupart des militaires du RCD Goma, ils ont pris des passeports congolais avec des noms à consonance Luba. Et c'est la raison pour laquelle, quand Félix est arrivé, ils sont allés le cajoler. Et quand vous voyez ce genre de choses, c'est très dangereux. Et ça, c'est un professeur d'université rwandais qui m'a expliqué comment ils ont fait. La plupart des militaires rwandais qui sont chez nous, à part ceux qui ont gardé leur nom, vous regardez les patronymes, vous allez voir parfois des noms kassaïens, mais ce ne sont pas des vrais kassaïens, ce sont des Rwandais. Et si on fait le jeu de ces gens-là, justement, en adoptant un comportement problématique, les autres Congolais vont penser quoi? Récemment, j'ai vu un dignitaire kassaïen qui a appelé à sanctionner ses compatriotes du Kassai, Luba tout particulièrement, qui disent pouvoir voir tout ça, comment ils disent ça? Bukalenga Bouet. Bukalenga Bouet. C'est pas bon dans un pays où tout le monde est minoritaire, parce qu'au Congo, nous sommes tous minoritaires, en réalité. Et ce dont nous avons besoin, c'est l'unité. Et nous devons être capables, quand vous parlez de solutions, justement, c'est l'une des solutions. Ne pas défendre l'indéfendable pour des raisons tribales. C'est l'une des solutions. Merci beaucoup.